Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, en direct live sur France Maghreb 2 et sur Christophe Le Grand Forum. Avec nous ce soir jusqu'à 18h30, une grosse émission avec tout à l'heure la partie juridique avec Maître Maghrebi, Mesbah Maghrebi qui sera avec nous tout à l'heure. On parlera de ce 8 mai 1945. Non, pas celui que l'on évoque partout dans les médias en France et dans l'histoire de France, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non, on va parler d'une tuerie, d'un massacre oublié, d'un massacre qu'on tente de cacher. Eh bien, que nenni, nous allons le remettre en lumière parce qu'il y a eu quand même des milliers de morts en Algérie le 8 mai 45, l'autre 8 mai, celui qui nous intéresse aujourd'hui avec Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, un grand historien parmi les historiens qui a toujours, et depuis des années d'ailleurs, s'est intéressé à cette page de l'histoire oubliée. Nous serons également avec Maïssa Gawel, qui est responsable de la communication de Human Appeal, avec qui nous avons ouvert à 15h tout à l'heure le week-end de la générosité pour permettre la construction d'une usine d'assainissement d'eau potable à Rafah, dans la bande sud de Gaza. Eh bien, ça se passe tout au long de ce week-end. On a besoin de vous. On fera le point sur vos dons, parce que c'est ce qu'on vous demande tout au long de ce week-end avec Maïssa Gawel tout à l'heure. Pour m'accompagner aujourd'hui, Sabrina Sebaï qui a récupéré son Internet. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, ça y est, de nouveau connecté. Pendant quelques jours, ce fut laborieux. Ah bah, tout le monde n'est pas encore connecté, hein. Il y a encore des gens qui n'ont pas récupéré Internet. Mais oui, après l'acte de vandalisme, effectivement, ça a été très compliqué pour 100 000 foyers, je crois, environ. Ah oui, quand même. Bon. Ouais. Razik Métiche, du côté de Bobigny, dans le 9-3. Comment ça va, mon Razik? Ben, très bien. Comme un jour 53 de confinement, on commence à voir le bout. Espérons que ça... Ah, J-2, et on sera déconfiné. Oh, pas pour nous. Pas bah pour non, nous, moi non plus, mais bon. Mais bon, pour le reste de la France, ça fera toujours plaisir, déjà au moins qu'on sorte un peu de ce cadre-là. C'est ça. Et c'est marrant, pour la petite histoire, moi j'ai ma tante qui habite à Ivry qui m'a appelé il y a 2 jours en panique en me disant mais j'ai plus Internet, j'ai plus la télé à la maison, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai découvert que le soir, l'origine de la panne. D'accord. Razik, c'est un sujet qui te parle, ça, hein, le 8 mai 45 en Algérie. Je sais que c'est un sujet qui est pour toi. Et puis on va saluer notre ami Philippe Boyaki. Alors, il faut savoir que notre ami Philippe Boyaki, dans sa ville Orly, tous les 8 mai, il organisait des trucs, non? Non, pas tous les 8 mai, puisque pour être complètement honnête, on l'avait demandé il y a 2 ans, ouais. Mais du coup on l'a organisé grâce à Sabrina, puisque Sabrina l'organisait avec le cercle franco-algérien, c'est ça, hein, de mémoire, le cercle franco-algérien, et donc zut, il y a Air Algérie qui arrive à Orly. Personne n'y a pensé avant. Donc, ça avait commencé avec le 17 octobre 1961. Ah oui, pardon, je confonds avec le 17 octobre. C'est le collectif du 17 octobre 61 qui a, en vérité, le collectif s'appelle le collectif Orly Devoir de mémoire. Ouais. Donc, pareil, on commémore l'abolition. Ça rentre dedans, hein. Ouais, ça rentre dedans. On commémore l'abolition de l'esclavage. Et donc, l'autre 8 mai 45, l'année dernière, c'était la première fois qu'on commémorait à Orly. Et il y avait Abiba Bigdad qui venait représenter la Ligue des droits de l'homme, Samia Kasmi, conseillère régionale, Mjid Mguerab, le député des Français de la 9e circonscription de l'étranger, dont l'Algérie fait partie. Voilà, et Mounir Satouri, eurodéputé. Il y avait beaucoup de monde qui avait fait le déplacement et qui était venu pour dire oui, il faut que dans toutes les villes de France, et d'ailleurs c'est une proposition, je me rappelle que le candidat Emmanuel Macron avait reconnu en Algérie, disant que les crimes qui avaient été commis en Algérie étaient des crimes contre l'humanité. Et depuis, entre-temps, il est devenu président, mais... il a un peu fait marche arrière à son retour, quand même. Enfin, il a pris un Covid-19 avant tout le monde. Alors, Covid-16 à l'époque, 17. Non, mais alors j'ai une question à vous poser et vous pouvez répondre aussi sur France Maghreb 2 en live, hein, Christophe Le Grand Forum. Est-ce que ça vous a choqué qu'il n'ait pas annulé la cérémonie du 8 mai ce matin, le président de la République? Il y avait François Hollande, il y avait Nicolas Sarkozy, Macron. Ils n'avaient pas de masque, ils étaient tranquilles, hein, dehors. Petite cérémonie. Ça vous a choqué, Sabrina? Franchement, en plein confinement?
Bah, en fait, ils avaient déjà préparé un peu le terrain puisqu'ils avaient expliqué que les maires, préfets, etc. pourraient quand même maintenir ces cérémonies, mais à minima, c'est-à-dire pas ouvertes au public, mais vraiment en faisant le strict minimum. Donc, nous, on a fait un autre choix. On a fait une vidéo. Le maire a décidé de faire une vidéo qu'il a diffusée donc, sur cette commémoration. Après, c'est vrai qu'on est encore en confinement, donc ça envoie vraiment des signaux contradictoires. On ne peut pas demander à tout le monde de rester confiné et en même temps de faire des cérémonies. Donc, ça envoie vraiment des signaux très contradictoires. Mais bon, on n'est pas à un signal contradictoire près avec ce gouvernement, de toute façon. Ouais, c'est clair. Razik, franchement, c'est Non, choquant ou pas? Non, pas du tout? franchement, réellement, ça m'a pas choqué outre mesure. Faut bien voir qu'aujourd'hui, on fête le 75e anniversaire de la victoire face au nazisme. Si c'était pas le coronavirus, les cérémonies auraient été vraiment majestueuses. Ouais, Je c'est clair. pense, voilà, je pense qu'il y a des moments où on doit marquer le coup par rapport à l'histoire et par rapport à la transmission de la mémoire au plus grand nombre. Le fait qu'on annule tout et qu'il n'y ait rien, ça aurait été choquant pour ma part. Je veux Mm. bien qu'on prenne les précautions d'usage, que l'on ait les gestes barrières, que l'on ait ce confinement, que l'on demande à la population vraiment de faire tous les efforts qu'il soit. Mais de là, tout arrêter, arrêter de vivre et arrêter le pourquoi de nos vies, je pense que c'était trop. Et puis là, objectivement parlant, on a 48 heures du déconfinement. Donc, qu'on se permette, et de manière Justement, à strictement propos du encadrée comme déconfinement, Oui, c'était mais Razik, sans ils auraient pu public, porter des masques. oui, au moins quand même, donner l'exemple, Parce que, porter des ils auraient masques. pu porter des masques. Après, je répondais sur la cérémonie. La cérémonie, elle me dérangeait pas. Mais après, sur le port des masques, on a vraiment un problème entre Macron qui l'abaisse quelques secondes dans la classe, Castaner qui enlève son masque pour prendre la photo, les présidents qui veulent pas le mettre. On a vraiment un problème. Et comme tu l'as dit justement, c'est un problème aussi de pédagogie. Ça veut dire, si les personnes à la télévision voient les hautes autorités de l'État ne pas, ne pas oui, ne pas porter de masque, ne pas répondre aux consignes, peut-être qu'eux aussi, ils auront cette envie-là. Ah Mais bah surtout qu'on nous annonce que les caméras de vidéosurveillance vont justement surveiller les gens qui ne porteraient pas de masque à partir de la semaine prochaine, sur Paris notamment. Donc je trouve vraiment que là, c'est un peu se moquer du monde, quoi. oui, il n'y a pas que ça en plus, Sabrina. Faut aussi... Alors justement, tiens, globalement, avant qu'on passe à autre chose, qu'avez-vous pensé des annonces d'Édouard Philippe et de ses ministres, bien entourés hier, concernant le déconfinement? Est-ce que, pour répondre à la question qu'on posait hier aux auditrices auditeurs, est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous êtes plutôt angoissé, Sabrina? Bah, je peux pas dire que ni angoissé ni vraiment soulagé. Nous, on est en région Île-de-France, donc on est classé rouge. Le département du Val-de-Marne où je suis est un département qui est classé rouge, donc le déconfinement va prendre beaucoup plus de temps en Île-de-France notamment. Donc je dirais que nous, on n'est pas tellement concernés par la levée du confinement. Par contre, je pense que oui, dans certaines régions, ils doivent être clairement soulagés de pouvoir reprendre un semblant de vie normale, parce qu'on sait que la vie normale va pas reprendre comme ça du jour au lendemain. Et je pense que c'est rassurant dans le signal que ça envoie, parce que ça envoie comme le signal que le plus gros est derrière nous et qu'on va commencer à reprendre justement ce semblant de vie normale. Donc je pense que pour pas mal de gens, oui, c'est rassurant. Maintenant, pour l'Île-de-France, ça me semble encore très, très compliqué, surtout qu'il y a des problématiques sociales très fortes. Et je pense que ça va laisser beaucoup plus de traces qu'on ne le pense et qu'on va on va mettre beaucoup de temps à reprendre une vie normale. Donc voilà, je dirais que pour le moment, moi, ça ne me ni rassuré ni inquiète en fait. Euh, Razik? Salut Christophe, je suis Ah, salut mon Farid, comment ça va, Farid Tabsamani qui nous rejoint? Ouais. Comment Ouais, ça va, qui Farid? suit le micro. désolé. Ouais, très bien, ça va très bien. Désolé pour mon retard. Farid, trop fort. Moi, je voulais t'annoncer discrètement tout ça, etc. Salut Christophe. Non, Bon, non, ok. en fait, j'ai répondu parce que comme il faisait appel à Razik et Razik a eu un petit laps de temps, je crois, donc je me suis dit je vais combler. Il s'est Voilà. glissé. C'est Exactement. glissé comme ça, au Salut à passage. tous en tout cas. Désolé pour mon Salut à retard. toi, mon ami Farid, j'espère que tu vas bien. Ça va, Euh, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, justement, je demandais, avant qu'on passe au zapping, euh, qu'avez-vous pensé hier des annonces du Premier ministre et de ses ministres? Est-ce que le plan de déconfinement proposé par le Premier ministre hier, on sent que c'est lui qui est en train de reprendre la main. Enfin, je veux dire, on se demande qui est le chef d'État en ce moment. Est-ce que c'est Macron ou est-ce que Philippe? Quoi qu'il en soit, est-ce que ça te rassure ou ça t'angoisse?
Bah, ni l'un ni l'autre, hein. Tu sais, il fallait bien déconfiner à un moment donné. On voit bien que Philippe est un peu plus technocratique dans le sens où il a pris les choses en main d'un point de vue purement techno. Il essaye de se rattraper avec toutes les bourdes qu'il a pu gérer depuis le début de cette crise. Et puis surtout, on sent très bien que Philippe, il prépare l'avenir. Tu vois, je vais faire un peu de politique gratuite, mais on sent très bien que ses jours sont comptés maintenant et que effectivement, il faut qu'il sorte sur une bonne note. Tu sais, Sabrina l'a dit, on va pas forcément revenir à une vie normale très rapidement. Et moi, moi, j'ai des gros doutes sur l'après-crise et notamment l'après-été, la rentrée de septembre. La rentrée sociale. À la rentrée sociale, elle risque d'être violente. Et j'ai l'impression que Édouard Philippe est un peu plus conscient de ça que de Macron. Qui veut se barrer avant, c'est ça? Mais surtout, tu sais qu'on peut pas s'en prendre juridiquement au président de la République. Par contre, on peut s'en prendre juridiquement au Premier ministre. Et à mon avis, ça doit faire mal en ce moment. On sent en tout cas pas grand-chose à reprocher à Édouard Philippe, pour être très honnête avec vous. Il fait le taf. Mais c'est Ah bah fusible. non. Ouais, Ah non, mais bon. moi, je suis Ouais, pas c'est le d'accord avec fusible. toi. En même temps, il faut voter Christophe. un texte au Sénat pour qu'on puisse pas les attaquer en justice sur la Il y manière a dont une ils vont gérer tentative, ça a été l'affaire. rejeté. Ça a été rejeté. Oui, Il y mais a eu bon. une tentative, oui. Alors ça c'est du coup ça c'est pas l'initiative d'Edouard Philippe, c'est quand Non. même l'initiative des sénateurs LR Tout à au fait. Sénat. De droite, ouais. Exactement, si j'ai pas de bêtises, qui par contre contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, ne concerne pas, si vous voulez, la gestion de la crise, mais l'après-gestion de la crise. C'est deux choses différentes. Parce que les élus, les grands élus LR ou pas LR, eux, ils sont sur leur commune, si tu veux. Et donc, du coup, eux, ils disent, voilà, en clair, vous avez vous merdé depuis le début, mais nous, on ne veut pas gérer les catastrophes pour vous. C'est pour ça qu'il y a eu cet amendement, qui n'est pas passé, c'est vrai. Mais de toute manière, pour revenir à Édouard Philippe, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Christophe. Édouard Philippe, il est chef du gouvernement, chef de l'exécutif. Oui. Je suis désolé, tous les projets de loi qu'ils ont fait passer, tant à l'Assemblée nationale que l'action de tous les ministres, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement, c'est sa responsabilité. Alors, d'accord. Oui, mais c'est à la demande de qui, Farid? C'est pas le Premier ministre qui invente des choses. Il est là pour mettre en pratique ce que le président souhaite mettre sur la table. Tu sais, il y a une question de responsabilité. Lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on estime que ça ne va pas dans le bon sens, il faut tout simplement le dire. Et politiquement, il faut en assumer Ouais, mais tu sais que ça conséquences. se fait pas comme ça, Farid. Tu sais Je très bien comme moi. Je sais bien que c'est pas si facile que ça, mais moi je pense qu'il a quand même une responsabilité dans la gestion de la crise. Les masques, c'est un scandale extraordinaire dans notre pays. Je pense qu'on n'en a pas fini d'en entendre parler. Comment on appelle ça, les respirateurs notamment, plein de choses comme ça. Les tests, c'est quand même. Pourquoi? Alors, on en parle toujours, mais pourquoi les Allemands, en fait, s'en tirent beaucoup mieux que nous? C'est uniquement une question de test. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Et moi, me dire que, en fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie, si vous voulez. Et quand on fait de la politique, en fait, à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Nous avons merdé, nous n'avons pas suffisamment de tests, donc nous n'allons pas pouvoir les faire maintenant. Au lieu de ça, ils font quoi? Au lieu de ça, ils nous disent non, c'est pas nécessaire, etc., etc. Et ça, c'est du mensonge. Bien sûr que Macron a sa grande responsabilité, mais pour moi, Édouard Philippe également. Razik, ton avis là-dessus, sur ce déconfinement qui nous est proposé? Je vais abonder en partie dans le même sens. Sur la sortie de crise, sur le déconfinement, on voit bien qu'il y a une tentative de reprise en main par l'exécutif et dans le duo de l'exécutif par le Premier ministre. Déjà, par rapport aux autres démocraties occidentales, on est quand même le seul pays, la seule démocratie qui a à sa tête, dans la tête de l'exécutif, un duo qui peut se transformer de temps à autre en dualité. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une véritable dualité dans le duo entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, et où justement Édouard Philippe essaie de reprendre quelque peu, pas l'initiative parce qu'il n'en a pas les pouvoirs, mais surtout vraiment la sortie du déconfinement et la théorie de la sortie du déconfinement. La communication surtout. La communication, absolument. En fait, c'est ce que complètement Razik, excuse-moi de te couper. En fait, Édouard Philippe ne veut pas, il sait que ses jours sont comptés. Il sait qu'il va devoir partir du gouvernement, crise ou pas crise. La difficulté, c'est qu'il lui veut laisser la bonne image, ou en tout cas une image moins
affaiblie que celle du président. C'est uniquement ça leur stratégie. Farid, il a Bien une sûr, élection il municipale essaie à gagner. Pardon? Il a une élection municipale à gagner. Surtout. Je suis même Ouais, pas certain je suis même pas certain qu'il Ouais, soit ça va être présent. très compliqué. Juste pour Non. terminer, concernant cette reprise d'initiative, je pense que il essaie d'avoir une sortie par le haut, mais au-delà même de cela, c'est qu'il est en train de rééquilibrer la distribution des rôles telle qu'elle était voulue par Emmanuel Macron. On a un président qui se définissait comme jupitérien, qui était au départ à l'initiative de toute chose, le maître des horloges, tel qu'il se définissait lui-même. Aujourd'hui, plus rien de cela n'a de cours et n'a de prise dans la réalité de la Ve République macronienne. La deuxième chose, je pense qu'on est en train d'assister à, euh, à une démonstration par l'absurde que la Ve République ne tient plus. C'est-à-dire que tout ce qui avait été pensé en 1958 par le général de Gaulle, c'est-à-dire affirmer un exécutif très fort, mettre au pas le législatif et affirmer une dualité, un duo au sein de l'exécutif avec un Premier ministre qui est normalement chef de la majorité parlementaire et un président qui préside. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça ne tient plus, que ce soit par l'inversion du calendrier qui a fait qu'aujourd'hui l'élection législative est passée avant la présidentielle et par le quinquennat. Aujourd'hui, on a dénaturé la Ve République et in fine, en bout de course, on a ce triste spectacle à laquelle on assiste. On a deux figures dans l'exécutif et on ne sait pas très bien qui fait quoi. Et c'est fondamental dans une démocratie de définir qui fait quoi. Et on a un Parlement qui est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose. Je pense que la crise a révélé tout ça aux yeux des Français, que la Ve République vit ces dernières heures, ces dernières années, à mon humble avis. Bon, allez, on se fait une petite pub. On est de retour très vite sur France Maghreb 2. C'est le Grand Forum. On reste en live sur France Maghreb 2, évidemment Facebook et Christophe le Grand Forum. À tout de suite, les amis. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Bon, aujourd'hui, j'avoue être assez perdu, Farid, Sabrina et Razik, parce que entre ceux qui nous disaient qu'il fallait faire extrêmement attention, que c'était dangereux, le coronavirus, etc. Entre ceux qui nous disaient ne vous inquiétez pas, c'est qu'une petite grippette, il suffit de se protéger et tout ira bien. Aujourd'hui, on est en train de nous dire quoi? Que quelques professeurs qui nous disent que d'ici 15 jours, il n'y aura plus aucun mort du coronavirus en France. Il aura mystérieusement disparu. Ce qui, d'ailleurs, donnerait raison à un certain professeur Raoult. Bien sûr. Je précise que lui, il l'avait dit. D'ici 15 jours, 3 semaines, terminé, on n'en parlera plus du Covid-19. Et alors que certains nous disent non, attention, il ne faut pas relâcher. La deuxième vague risque d'être encore plus terrible. Je pense que là on ne sait plus, en fait. Farid, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis perdu. Alors, moi, je fais toujours confiance aux gens dont c'est le métier. Oui, mais même entre scientifiques, pardon, Ouais, il y a un vrai débat. ils se contredisent. Il y a un vrai débat. Il y a vraiment. Pas tant que ça. Ah bah si, quand même, entre ceux qui nous disent qu'il n'y aura plus rien et ceux qui nous disent attention, la deuxième vague risque d'être violente, ce sont là les scientifiques, c'est pas moi, c'est pas toi. Tout à fait, c'est pas moi complètement. Je pense. Alors c'est à mon humble avis. Encore une fois, je suis absolument pas scientifique et donc il faut prendre ça vraiment. Personne ne l'est ici. Il faut prendre ça vraiment à la légère. Je pense qu'il n'y a pas de deuxième vague dans le sens scientifique du terme. C'est-à-dire, une deuxième vague, c'est quoi? C'est-à-dire que l'épidémie est arrivée à un pic, est redescendue et elle reviendrait. En vérité, ça, je pense que ça n'arrivera pas. Par contre, ce qu'il va y avoir, et ça, c'est pourquoi c'est l'erreur l'erreur, ou je ne sais pas, en tout cas la stratégie du confinement, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont souffrants, qui sont atteints du virus, qui parfois ne le savent pas forcément, qui, avec le déconfinement, vont revenir vers les hôpitaux. Donc, du coup, c'est ça que certains appellent la deuxième vague. Mais ce n'est pas une deuxième vague scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui a été malade ou des gens qui ont été malades ou l'épidémie qui est arrivée à un pic. Et donc, du coup, elle revient sur le devant de la scène. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur le fait que tu disais, Christophe, que notamment au-delà du deuxième confinement, de la deuxième vague, qu'il n'y aura plus de morts dans les jours qui viennent. En vérité, c'est que les hôpitaux vont mieux, étant donné qu'ils sont moins saturés, qu'ils sont moins sous tension, ils vont mieux prendre en charge notamment les malades. Moi, je pense que c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, quand on dit qu'il n'y aura plus de morts du Covid. C'est surtout ça, à mon avis. Et puis, il y a un autre élément qui est pour moi un grand scandale dans notre pays,
c'est qu'il y a beaucoup d'établissements hospitaliers qui donnent le protocole du docteur Raoult, en fait, de manière officielle et officieuse. Et pas qu'à l'hôpital. Et pas qu'à l'hôpital. Il y a des docteurs, il y a des médecins qui le prescrivent. Exactement. Et ça, en fait, je pense qu'on s'est beaucoup planté là-dessus. Et que j'espère qu'un jour, on pourra avoir de... Il y a une grosse étude qui est sortie, une grosse étude de médicaments qui prouve l'inefficacité du traitement de Raoult. Donc, Non, après, c'est l'étude américaine, elle dit pas ça. Elle dit pas ça et elle est pas fiable. Après, il y a une étude chinoise aussi qui dit le contraire qui est sortie dans la nuit. Je parle de l'étude américaine qui défonce le traitement de Raoult. Non, alors, elle a été reprise parce que, pareil, elle ne respectait pas un certain nombre de critères pour faire valider son. Tu sais qu'aux États-Unis, ils ne soignent le Covid qu'à travers le protocole du docteur Raoult, hein, qui en vérité, c'est pas celui du professeur Raoult, hein, c'est quelque chose de connu mondialement. Par contre, si on devait comparer les études en France. Tu sais, au début de la crise, le ministère de la Santé nous avait dit qu'ils allaient lancer une étude en France pour savoir si finalement ce que le docteur Raoult disait était bon ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils se sont complètement plantés. En fait, elle n'a pas été bonne, l'étude. Et donc, du coup, on ne sait toujours pas si ce que le professeur Raoult dit est vrai ou pas. Et le problème, c'est que comme on ne le sait toujours pas, donc du coup, tu as toujours un doute. Et moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Je pense qu'en fait, ils ont même quasiment saboté la propre étude qu'ils ont eux-mêmes mis en place. À mon avis, il y a de ça. Et tout ça pour revenir à quoi ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on a hésité. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire. Et ça, moi, je ne pourrais jamais l'accepter. Tu sais très bien ce que je pense de la politique, Christophe, même à la base de Macron, tu vois, qui pour moi n'était pas à la base, qui n'était pas forcément un mauvais, si tu veux. Mais dans cette gestion de la crise où les gens sont morts, pour moi, il y a des gens qui sont morts gratuitement. Ça, je ne l'accepterai jamais. Ça, pour moi, c'est quelque chose de trop lourd, si tu veux, à supporter. Et moi, je suis scandalisé quand je vois le président de la République qui continue à faire de la politique politicienne comme si de rien n'était. Parce que, en fait, il n'est pas touché. Il n'est pas touché par ce virus. Il n'est pas touché par les gens qui sont morts. Voilà. Sabrina, peut-être sur cette discussion entre les garçons ? Bah oui, en fait, je pense que, ce qui est dit, c'est en partie vrai. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que le gouvernement a vraiment été mauvais sur cette gestion de crise. Hein. On le voit. Moi, je le redis. Hein, on a confiné non pas parce qu'on savait que c'était la solution qui était la meilleure. On a confiné parce qu'on n'était pas en capacité d'absorber les patients qui arriveraient à l'hôpital et qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation. Il y a très peu de chances qu'on soit reconfiné justement après à cause d'une deuxième vague ou quoi. Vous y croyez pas, vous ? Le Premier ministre, il dit qu'on peut réajuster, peut-être reculer un peu, reconfiner un peu suite à une deuxième vague. Moi, je pense qu'effectivement, le virus va se remettre à circuler et que peut-être qu'on va avoir des cas qui vont augmenter, mais de là à avoir un pic comme ce qu'on a pu connaître. Franchement, moi, je suis pas médecin, donc je sais pas trop. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Enfin, même les médecins entre eux sont pas d'accord. Oui, on nous parle maintenant du fait que le virus était déjà présent au mois de décembre, puisqu'on a fait des tests sur des malades, puisqu'il y avait déjà des infections pulmonaires très importantes dès le mois de décembre. Et potentiellement, ces gens-là étaient porteurs du Covid. Donc, peut-être que c'est un virus, c'est une souche qui a muté ou pas. Donc, on ne sait pas. Enfin, voilà, vraiment, je pense qu'il va falloir attendre, en fait, vraiment que les travaux de recherche soient finis sur ce virus. Maintenant, pour retourner sur un confinement total tel qu'on l'a connu pendant ce moment. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Les amis, sur France Maghreb 2, avec Sabrina, pardon. Oui, elle est là, c'est pour ça que je l'ai vue. Sabrina Sebaï qui est avec nous, avec notre ami Farid Temsamani, avec Razik Metiche. On va parler de l'autre 8 mai. Le 8 mai 1945, en Algérie, un massacre oublié, avec un historien pour en parler avec nous. Mohamed Kaki, la présidente des Oranges, qui sera avec nous dans un instant. Mais pour l'heure, je vous propose d'accueillir Maïssa Gawel, qui est avec nous, responsable communication chez Human Appeal. Rebonjour Maïssa, comment ça va ? Rebonjour à tous, ça va très bien et vous ? Eh oui, ma chère Maïssa, puisque depuis 15 heures, nous avons lancé le week-end de la générosité avec Human Appeal, un week-end qui a une ambition très lourde, celle de construire une usine d'assainissement d'eau potable à Rafah, dans la bande de Gaza, dans la partie sud de la bande de Gaza, ce qui permettrait à 23% de la population, soit 60 000 personnes, de bénéficier d'eau potable, Maïssa.
Tout à fait, oui. Donc, un projet d'envergure, mais qui se fera en plusieurs étapes. Donc, l'eau, comme tu l'as dit, à Gaza, c'est 96% de l'eau qui est imbuvable, ce qui crée des maladies aux enfants. Ça leur esquinte les reins, en fait. Donc, ils se retrouvent à devoir faire des dialyses très, très jeunes. Donc, ils ont parfois un rein qui ne fonctionne plus du tout à des âges vraiment à 10 ans, 14 ans. On a les services hospitaliers qui sont débordés par cette affluence d'enfants qui ont des problèmes rénaux. Donc, la population boit une eau donc, qui est imbuvable. Et notre solution à nous, donc, c'est d'apporter une station d'usine d'assainissement de l'eau. On ne peut pas creuser de puits en Palestine parce que les terres sont polluées, le taux de nitrate est beaucoup trop élevé, donc on ne peut pas creuser sur les surfaces de la terre. Donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est de faire des usines de dessalement de l'eau qui permettent d'assainir l'eau potable. Et on rappelle, le coût de cette opération, il est quand même assez élevé, 1 million, 1,5 million. Alors, Ça, c'est 1,5 million, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme aussi, parce qu'on va commencer la construction. Les travaux vont commencer à partir de 400 000 euros. Donc là, on a déjà collecté quasiment 80 000 euros. On espère d'ici la fin du Ramadan terminer de collecter les 400 000 euros restants. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que, enfin, on a aussi des influenceurs qui ont soutenu notre projet. On a vraiment plusieurs moyens de collecte sur ce projet-là. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous participiez à hauteur de ce que vous pouvez et de vous dire que vous apportez votre brique vraiment à l'édifice et que vous avez, même si c'est minime, que vous avez mis votre empreinte dans ce très beau projet qui est un projet durable et qui est un projet vital. Alors, on rappelle évidemment pour participer, c'est très simple, c'est tout au long de ce week-end. Il n'y a pas de petit don. Allez-y, quel que soit votre don, pour participer généreusement, pour permettre justement à ce qu'on puisse arriver et aboutir à ce projet. Vous appelez la centrale téléphonique de Human Appeal, le 01 42 46 36 36, un numéro de téléphone à retenir et à composer tout au long du week-end, 01 42 46 36 36, et le site internet aussi, www.humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr, dans l'onglet Allo Gaza, et évidemment, vous n'hésitez pas. Alors, est-ce que Maïssa, ça a bougé un petit peu? Est-ce que nos auditeurs sont partis timidement ou sont partis vraiment là Alors, sur une on bonne a la lancée? centrale d'appel. Donc là, on m'a dit que ça arrêtait pas d'appeler. On a même des appels manqués parce qu'on est les opératrices sont déjà en ligne. Donc, on Voilà. essaye de rappeler tous les appels manqués. Donc là, les gens prennent surtout des informations et ils veulent faire les dons surtout sur le site internet. Mais juste pour le rappeler, vous pouvez vraiment faire votre don aussi au téléphone si vous le souhaitez. C'est parfaitement sécurisé. On garde pas vos numéros de carte bancaire. Donc, tout est parfaitement dans les normes à notre centre d'appel. Pour le centre d'appel, tout le monde est au bureau. Il y a un manager qui surveille tout ça et vous avez aucun risque pour donner aussi au téléphone. Donc, si vous voulez donner au téléphone, vous pouvez, mais vous pouvez aussi le faire sur le site internet. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si mes camarades ont envie de poser une question à Maïssa de Human Appeal, responsable communication, pour permettre, je rappelle, ce gros projet, messieurs, dames. Et on se dit souvent, dans cette émission d'ailleurs en particulier, on se dit souvent, que peut-on faire pour aider nos frères palestiniens? Bah là, concrètement, on a la possibilité d'agir. C'est de leur offrir de l'eau potable. Alors, rappelons que 96% de l'eau n'est pas potable dans la bande de Gaza, qui vit dans des situations et dans des conditions absolument dramatiques. Là, le projet du Manapil, c'est pas la première fois, mais là, c'est une grosse usine à grande ampleur qu'il prévoit de construire du côté de Rafah, donc dans la bande de Gaza. Sabrina, Farid ou Razik, si vous voulez poser une question à Maïssa, n'hésitez pas. Christophe? Oui. Ouais. Alors, c'est pour dire à nos auditeurs, et Nadia demande s'il y a une somme maximum. C'est le maximum de ce que tu peux donner et tous les dons sont les bienvenus. On vous met dans le commentaire chat deux liens. Un pour aller directement sur la page Human Appeal, mais consacré à France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum. Donc n'hésitez pas, on va montrer que sur France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, la générosité de nos auditeurs n'est pas une légende, est loin d'être avérée. Et puis vous avez la page Facebook de Human Appeal où vous pouvez voir ce qui a été réalisé, ce qui va être réalisé et les différentes vidéos de présentation du projet. Voilà, c'est magnifique. C'est l'avantage de. C'est plus de la radio, c'est de la télé-radio, ma chère Maïssa. T'as vu, ça change tout quand même.
Oui, oui, ouais, bah oui, c'est super. Ouais. Donc après, pour le rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui va bénéficier à 60 000 habitants et qui apportera 2 400 000 litres d'eau par jour. Donc c'est vraiment énorme. Et comme on l'a dit Wow. aussi, la meilleure aumône, c'est le fait de donner de l'eau à boire. Donc ça, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une aumône qui est durable. Donc tant que les Palestiniens profiteront de cette eau potable, vous serez récompensés aussi et vous pourrez aider bien sûr ces gens. C'est surtout ça qui est le plus gratifiant finalement et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin. Farid, Sabrina, Razik, un de vous trois a envie de demander quelque chose? Pas une question, moi juste Encourager? vraiment l'encourager là, et la remercier. Tu viens de le rappeler, l'eau c'est source de vie. Aucune vie sur Terre ne peut se développer sans eau. Rappelez qu'à Gaza, malheureusement, on le dit trop souvent, c'est une véritable prison à ciel ouvert, une des plus grosses densités de population au monde, dans des conditions effroyables. Si vous arrivez à leur apporter ce qui est source de vie et source peut-être de paix un jour, c'est-à-dire l'eau, bravo à vous et vraiment continuez pour les auditeurs de France Maghreb 2. Ce que vous pouvez donner, comme on dit, c'est avec les petites rivières c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Donc, ce que vous pouvez donner, ce sera toujours bon à prendre. Farid, message d'encouragement? Oui, oui, bah oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Razik, hein. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. L'eau, c'est fondamental. Et puis toutes les initiatives, hein, qui peuvent apporter le minimum décent à cette population sont les bienvenues. Sabrina? Oui, bah, du coup, pareil, moi, vraiment un grand bravo pour la mise en place de ce projet. Il y a déjà quelques années, on nous expliquait que bientôt l'eau serait beaucoup plus chère que le pétrole et que ça serait source de conflits et que ça deviendrait une denrée tellement rare qu'il faudrait justement qu'il y aurait des guerres à cause de cette ressource naturelle qui normalement devrait être à disposition de tout le monde, puisque c'est quand même quelque chose voilà, qui est à disposition au niveau planétaire. Et donc, vraiment bravo pour ce projet. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas des pays, en fait, notamment voilà, des grands pays qui ont énormément d'argent aujourd'hui pour acheter d'autres choses, qui ne participent pas justement à permettre à ces Palestiniens d'avoir accès à l'eau potable. Et ce Enfin, n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait ça- des peuples entiers qui n'aient pas accès à l'eau potable. Alors Sabrina, en fait, certains pays le font, hein. Je Oui, veux dire, oui, mais il y a des initiatives concernant pour Gaza de pays très souvent très critiques d'ailleurs, on est très critiques vis-à-vis de ces pays-là, mais qui sont actifs notamment sur ce volet-là, même à Gaza. Alors Maïssa, on rappelle, tout au long de ce week-end évidemment, ce week-end de la générosité, on va y arriver, l'objectif il est là. Il faut donner, les amis, quel que soit votre don. Il n'y a pas de petits dons, comme le disait si bien notre ami Razik. C'est avec des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Donc allez-y, on peut y arriver. Et on a les moyens, pour une fois, d'agir concrètement pour aider nos frères palestiniens. On est là à se regarder en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire. Et ben là, c'est concret, les amis. C'est Human Appeal qui vous le propose. Tout au long de ce week-end, allez-y. Et au-delà, bien sûr, pour participer. Et quoi de mieux, Maïssa, que donner durant le mois du Ramadan. Exactement. Donc là, allez-y, dites-vous que c'est une opportunité, c'est une occasion. Et si Dieu a fait que vous entendiez ce message à ce moment-là, pendant le Ramadan, si vous avez allumé votre radio maintenant, alors c'est vraiment peut-être l'opportunité de faire une bonne action aujourd'hui, de gagner le maximum de récompenses pendant ce mois-là et d'apporter l'eau potable en Palestine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, déjà merci pour tous les encouragements que j'ai reçus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau c'est vraiment une ressource, ça devrait être un droit pour tous. Enfin, c'est censé être quelque chose qui devrait être acquis pour tout le monde. Tout le monde devrait avoir accès à l'eau potable. On parle souvent des pays africains qui n'ont pas suffisamment de puits, de construction de puits en Afrique, etc. Eh bien, en Palestine, c'est très peu. Enfin, je pense que c'est pas suffisamment médiatisé le fait que 96% de l'eau est impropre. Ils ont de l'eau, mais elle est impure et ça cause des dommages très importants sur les reins des enfants qui se retrouvent à faire des dialyses, à avoir un rein qui ne fonctionne plus, qui se retrouvent vraiment en danger de mort à cause de cette eau qui est imbuvable. Donc là, on a une solution qui est concrète. Human Appeal existe depuis plus de 28 ans. Ça fait presque 10 ans qu'on a des bureaux à Gaza. On a vraiment des travailleurs humanitaires que j'ai rencontrés personnellement, qui sont dévoués, qui travaillent de manière acharnée sur le terrain pour pouvoir nous proposer des projets comme ça, aux donateurs. Donc vraiment, si vous entendez cet appel, faites un don. N'hésitez pas, ne reportez pas et faites selon vos moyens. Donc au 01 42 46 36 36.
01 42 46 36 36 et sur le site internet qu'on vous remet d'ailleurs à l'écran, www.humanappeal.fr pour ceux qui écoutent à la radio, HUMAN A2PEAL.fr. On compte sur vous et on refait un nouveau point tout à l'heure dans l'émission Par l'Islam avec l'imam Bajrafil. Maïssa, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. À tout à l'heure. Merci Maïssa. Voilà, on compte sur vous les amis, c'est important. On a la possibilité d'agir concrètement. Est-ce que vous connaissez notre ami? Forcément, vous le connaissez parce que quand on parle de l'autre 8 mai, on pense forcément à notre ami Mohamed Kaki de l'association des Oranges qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Mohamed. Mohamed. Bonsoir à vous. Comment ça va mon Mohamed? Eh ben, on garde le moral, voilà, et on est Bon. surtout déterminés. Oui, déterminé comme vous l'êtes. Alors je vous présente Razik Metiche qui est avec moi, Farid Tabsamani et Sabrina Sebaï et notre ami Philippe Boyaki, bien sûr, à la réalisation, mais qui n'exclut jamais de pouvoir poser une question. Mohamed Kaki, première chose, rappelons ce qui s'est passé concrètement. Le 8 mai 1945, on sait ce qui s'est passé ici en France. On fêtait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en Algérie, alors beaucoup disent, il y a beaucoup de contradictions, ils disent que voilà, il y a eu des manifestations et qu'un aurait sorti un drapeau algérien, ce qui aurait provoqué eh bien cette tuerie entre guillemets. Les chiffres officiels parlent d'une centaine de morts. Le FLN parle de 45 000 morts. Alors, il va être difficile de resituer la vérité, mais quoi qu'il en soit, que s'est-il passé? Et est-ce qu'on peut parler, Mohamed Kaki, d'un véritable massacre oublié, exclu des manuels scolaires et de l'histoire de France? Ah, pardon. Allez-y, Vas-y. Si vous permettez, je dirais juste un seul mot à un homme très important qui vient de nous quitter, Boualem Ben Kiarouf, qui est un homme important, qui nous a beaucoup aidés dans le collectif et qui est disparu le 1er mai, malheureusement. Donc c'est un hommage à notre ami aussi, Boualem Ben Kiarouf, de l'association 93 au cœur de la République. Alors, pour votre question, il y a une chose importante, c'est d'abord le contexte historique. On ne peut pas comprendre les choses si on ne recontextualise pas. D'abord, nous avons un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait le grand Charles de Gaulle et ses amis de gauche. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est issu du CNR, le Conseil national de la résistance, et dans lequel il y a des ministres de gauche et de droite. D'accord? Ça, c'est très important. La deuxième chose à dire, c'est qu'on est dans un contexte de décolonisation générale des peuples qui aspirent à l'émancipation. C'est très important puisque vous avez ce massacre à Sétif, qu'on appelle nous l'autre 8 mai 1945, et 3 ans plus tard, en 1947, vous avez Madagascar où il y a eu 100 000 morts en 3 jours suite à une émeute. Et à chaque fois, c'est des civils qui trinquent. Alors, que s'est-il passé? Et d'abord, il faut dire que tout ça ne tombe pas du ciel. Cette affaire, c'est d'abord l'élaboration d'un long processus d'aspiration à la décolonisation du peuple algérien. D'abord, parce qu'il y a eu l'étoile nord-africaine qui a été créée en 1926 à Paris, ici même, et dont le leader, Messali Hadj, a été un grand leader et fait partie du Front populaire. Et d'ailleurs, c'est ce même Front populaire qui a dissous l'étoile nord-africaine, parce que Messali Hadj, à l'époque, en 1936, leur avait dit, écoutez les camarades, puisque maintenant nous avons gagné, un peu de liberté pour les Nord-Africains, les travailleurs nord-africains. Lui, il parlait comme ça. Et on lui a dit, pas question, ils l'ont mis en prison et son organisation, l'étoile nord-africaine, a été dissoute. Il a créé le PPA, le Parti du peuple algérien, Messali Hadj, en 1937, en mars 1937, à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne. Et donc c'est ce PPA, le Parti du peuple algérien, qui va mettre en œuvre une manifestation pacifique, il faut le rappeler, avec lesquels il y a les scouts algériens en première ligne, donc des enfants, des jeunes. Et donc, ils vont où? Ils vont directement à un lieu symbolique qui est la mairie. À l'époque,
ce sont les maires qui font la loi en Algérie. Les colons, qui sont les maires, ils font la pluie et le beau temps, comme on dit. Et donc, c'est là qu'on va voir la fraternité, l'égalité, comme on dit. Il y a ce rassemblement pacifique et le maire de Sétif sort de son balcon, demande qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et donc, il y a un jeune scout qui s'appelle Saal Bouzid. Et donc, ce jeune homme, il a 15 ans, il brandit un drapeau, en effet. Et donc, les gendarmes vont aller le voir directement et à bout portant, ils vont l'assassiner. C'est là qu'il y a une émeute. Et c'est là que ça va débuter Mohamed Kaki, c'est là que se débutera cette fameuse tuerie. Alors, justement, mais attendez, il y a une émeute importante. Il y a effectivement des Européens qui sont tués dans le cadre de cette émeute. Une centaine. À partir de là, il va y avoir une vengeance terrible de la part des colons et qui vont faire appel à l'armée française. Et ce qui est important dans ce que vous avez dit au début, c'est que ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Cette répression terrible, ce crime contre l'humanité, eh bien, il a démarré le 8 mai 1945 jusqu'au 30 septembre 1945, c'est-à-dire près de 5 mois où ils ont voulu exterminer psychiquement, symboliquement, toute velléité d'indépendance. L'idée principale, c'est que de la part des colons, c'est insupportable que ces indigènes, comme on les appelait, les FMA, les Français musulmans d'Algérie, ils n'avaient pas le nom d'Algérien. Il faut rappeler que c'était un département français. De France. Et que c'est pour ça que moi je dis toujours, je rappelle, ce n'est pas une histoire d'Algériens cette affaire. C'est l'histoire de France, ça fait partie de l'histoire de France. Exact. Et les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire. C'est très important de le rappeler parce que sinon... Alors, Mohamed Kaki, c'est très intéressant de vous écouter à chaque fois. Et merci d'être présent pour nous rappeler, parce qu'il ne faut pas oublier, on a aussi ce devoir de rappeler ce qui s'est passé en Algérie le 8 mai 45, qui a duré, comme vous le disiez il y a quelques instants, jusqu'au 30 septembre. Je m'adresse juste à ceux qui nous suivent sur Facebook. Je sais que le son téléphone est un petit peu faible, donc montez bien le son pour ne rien perdre, parce que c'est extrêmement important ce que nous dit Mohamed Kaki aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Razik Métiche pour une question à notre ami Mohamed Kaki avec nous en direct sur France Maghreb 2. Razik. Alors, bonjour Mohamed, j'espère que tu vas bien. Pas une question, plus rebondir sur ce qui a été dit. Le cadre a été très bien placé. Juste resituer, l'armée française qui était sortie de 4 années de collaboration entre 1940 et 1944, l'État français qui avait pleinement collaboré avec le régime de Vichy, en mai 1945 venait à peine de récupérer sa marine. Le premier acte de la marine française nouvellement indépendante, nouvellement souveraine, a été de partir de Toulon, de se positionner en face de Sétif et de Guelma et de pilonner les côtes algériennes durant des jours durant. Aujourd'hui, moi, ce qui me chagrine, ce sont ces fourchettes de morts potentielles. On ne sait pas s'il y a eu entre 1000 et 45 000 morts. C'est totalement insoutenable. Aujourd'hui, à une époque où les historiens peuvent faire la lumière sur ces faits, il faudrait que peut-être l'armée et l'État français donnent toutes les billes, donnent toutes les archives pour que l'on puisse enfin pouvoir écrire l'histoire et l'écrire de manière dépassionnée et avoir pour référence, moi c'est toujours le référent que j'ai dans ma tête, c'est le couple franco-allemand. Les guerres qui ont été fratricides entre la France et l'Allemagne, à un moment, des historiens se sont retrouvés pour écrire la vérité historique et pour la transmettre au plus grand nombre. Est-ce qu'aujourd'hui, après 60 ans, après presque 70 ans de déchirement concernant l'histoire et la mémoire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des commissions ad hoc d'historiens pour enfin écrire la vérité, écrire aussi la vérité sur le 8 mai 45 en Algérie? Mohamed Kaki. Oui, alors écoutez, d'abord, ça fait 76 ans maintenant. Moi, j'ai une référence à vous donner, à vos auditeurs également. La seule, la plus sérieuse, c'est Jean-Louis Blanche. Sétif 1945, chronique d'un massacre annoncé. Et Jean-Louis Blanche, que j'ai bien connu, c'est un ami,
il a fait un travail extrêmement sérieux et ce travail, il s'appuie sur les archives de l'ex-CIA. Vous savez que dans cette période du 8 mai 1945, les Américains étaient présents, c'est-à-dire les Américains, les services secrets américains et les services secrets britanniques. Et Jean-Louis Planche a eu le bonheur d'accéder à ces archives-là. Et que nous disent ces archives? C'est un livre vraiment passionnant qu'il faut lire. Ils disent simplement qu'ils ont évidemment filmé, ils ont vu plein de choses. Il y aurait eu entre 30 et 40 000 morts, parce que ça a duré 5 mois, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas un dérapage d'une manifestation qui aurait mal tourné. Non, c'est un massacre et c'est pour ça que, d'ailleurs, le président Macron a eu raison quand il a été en Algérie en tant que candidat de dire c'est un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé en Algérie. Il a eu raison. Maintenant, nous aurions souhaité que le président Macron, une fois installé, dise la même chose et reconnaisse ce crime d'État, ce crime contre l'humanité. Alors que s'est-il passé? Parce que ce qui est très important, pendant ces 5 mois, le simple fait de fouiller un Algérien qui portait un écrit en arabe, ça veut dire qu'il savait écrire, eh bien, il était exécuté sur le champ. Et donc, il y a eu véritablement une extermination de tous ceux qui pouvaient penser, réfléchir, écrire, etc., porter une sorte de contestation. L'idée générale, et il ne faut pas jamais oublier les colons. Vous parliez tout à l'heure de la Palestine, je vous ai écouté attentivement à propos de l'eau, etc. Et bien c'est la même chose. La colonisation, c'est un poison, c'est un venin. C'est-à-dire que, en fait, les colons ne souhaitaient pas. Un bon arabe est un arabe qui reste couché, qui reste au sol. Et donc, c'était un enjeu extrêmement important pour eux, à l'époque, c'est de voir qu'il y a des velléités d'indépendance. Et ça, c'est insupportable. Et d'où la violence, une violence inouïe qui s'est construite dans la durée. Mohamed, bouge pas, on est de retour juste après la pub. On reste en live sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. On se met un peu de pub côté radio. On est de retour très vite avec Mohamed Kaki avec nous sur France Maghreb 2 pour parler de l'autre 8 mai 1945 en Algérie. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Alors, Mohamed, toujours avec nous. Merci, évidemment, d'être en direct et en live sur France Maghreb 2. Farid Tamsamani, peut-être une question pour notre ami Mohamed Kaki. Farid? Ouais, je suis là. Ouais, voilà. J'écoute, tu connais notre ami Mohamed Kaki? Tout à fait. Qui ne connaît pas Mohamed Kaki? C'est ça la bonne question. Qui ne le connaît pas? Voilà, c'est ça. Exactement. Mais il est passionnant. Moi, j'aimerais un jour que Mohamed, Complètement. je sais que tu es comédien, je sais que tu es acteur, tu nous fasses quelque chose vraiment de très grand, d'énorme sur ce qui s'est passé. Une pièce de théâtre, je sais pas moi, un truc, Mohamed. Tu nous le ferais vivre. On aurait envie de venir le voir et puis ça serait un moyen aussi de faire passer des messages d'histoire que d'utiliser l'art que peut être le théâtre. Tu y as pensé, Mohamed? Mohamed? Philippe, peut-être remettre Mohamed en ligne? Voilà. Mohamed? Ah, il nous entend pas, je crois, parce qu'on est en pub à la radio, c'est ça? Ok, bah on récupère après. Donc, J'ai fait ça. Ouais, on est en pub à la radio. ouais, je crois qu'il nous entend pas parce qu'il y a la pub à la radio, donc il entend le retour de la pub. Voilà, tout simplement. On va le récupérer dans un instant, les amis. On est en live. Philippe, faisons un petit point sur nos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux, ils nous saluent, ils réagissent. Ils sont vraiment au top, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Beaucoup de témoignages. On n'oubliera pas l'histoire de nos ancêtres. Ma mère m'a raconté cette histoire. Attends, on arrive, on redescend. Il y a beaucoup de messages. Allez-y, hein. Ouais. Beaucoup de bonjour. Bonjour Mamet. C'est pour ça qui ne connaît pas Mamet, ben, ils sont pas nombreux. Sortir le drapeau est donc un cautionnement de ces menaces, intéressant comme présentation, puisqu'on rappelle que c'est à la suite d'un drapeau sorti nationaliste, drapeau de l'Algérie actuelle, que les forces de l'ordre ont
ont eu l'ordre On tirait, hein, simplement. de tirer à balles réelles sur des civils. Il faut rappeler une chose quand même historique, Mamet vous le dira sûrement tout à l'heure, que le général de Gaulle et que l'État libre français, enfin la résistance, avait promis à toutes celles et tous ceux qui, de l'autre côté, sur le continent africain, et pas que, puisqu'il y avait aussi des gens d'Indonésie, des gens du Pacifique, des d'Indochine qui sont venus, et on oublie de dire qu'il y avait aussi des gens de Nouvelle-Calédonie, des Antilles qui sont venus libérer la mère patrie, et le général de Gaulle a dit si vous vous battez pour la France, on vous donnera votre indépendance. Donc le 8 mai, ça a été la liesse pour tout le monde ici en France, comme dans tous les territoires et départements d'outre-mer, et l'Algérie était un département. Donc les gens sont descendus faire la liesse et dire ben voilà maintenant. Ça veut dire qu'on aurait pu éviter le sang pour obtenir l'indépendance. Si la parole donnée avait été respectée, bien évidemment. Le général avait été tenu. Bien sûr, sauf que il faut être honnête entre nous. Il y avait des propriétaires terriens pieds noirs. Il y a des ressources qui sont juste extraordinaires en Algérie et que personne ne voulait laisser l'uranium, le pétrole et le gaz. Tebboune qui en a fait une journée de mémoire. Pardon, il a fait une journée de mémoire du 8 mai, le nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboune. Tout à fait. J'allais dire que l'histoire de la parole non tenue, c'est quelque chose de très ancien, puisque le début de la colonisation, c'était la fameuse histoire de l'éventail, quand on avait demandé le paiement de ce que la France devait à l'Algérie. C'est ça. Tu veux créer une nouvelle guerre, toi. Non, mais c'est pas le coronavirus qu'ils vont lâcher. Ils vont lâcher. En tout cas, le président Tebboune a été très violent. Il a parlé de toute la guerre d'Algérie. En parlant de la guerre d'Algérie, il a parlé de la moitié de la population algérienne qui a été décimée par les colons. On parle d'extrême violence. Même ça, moi, enfin, c'est la même chose. J'ai beaucoup de mal avec le chiffrage de ces événements. Une fourchette de 1 à 10, c'est pas soutenable. Qu'on nous dise la guerre d'Algérie a fait entre 200 000 et 2 millions de morts, c'est pas soutenable. Il faudrait qu'un jour, à un moment ou à un autre, on écrive la vérité. Absolument. Il faudrait qu'il y ait un vrai travail d'historien, effectivement. Mais il peut pas se faire. Soyons honnêtes entre nous. C'est qu'il peut pas se faire. Vous savez pourquoi? S'il a été fait entre l'Allemagne et la France, comme l'a rappelé Razik tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a vraiment mais il a été en faveur de qui? son travail. Non mais Sabrina. Tu veux dire Sabrina, Sabrina, je voulais juste dire que l'histoire est écrite toujours par le vainqueur, toujours, jamais par le vaincu. Et qui dit donc qui a gagné la guerre d'Algérie, qui l'a perdue. C'est ça en fait. Qui l'a gagné je crois que la France l'a gagné du début jusqu'à la fin. Militairement, pas politiquement. Économiquement. Le but politique était l'indépendance et la souveraineté. L'Algérie a eu l'indépendance et la souveraineté. Ça se discute, on peut en parler. Ça se discute, mais c'est pas aussi. On peut en parler, l'indépendance, ça se discute. Quand tu vois que le gaz algérien est payé quasiment, je crois que c'est l'Algérie qui paye pour vendre son gaz, donc ça serait juste extraordinaire. Oui, on peut pas vraiment parler d'une souveraineté acquise quand même à l'issue de 62. Le problème, je vais jusqu'à la fin de mon propos, il ne peut pas y avoir de reconnaissance. Pour une fois, c'est moi. Pub. Allez. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. C'est d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On est de retour en direct à la radio avec Mamet Kaki. T'es toujours là, Mamet? Bien sûr, attendez, on va juste mettre le son. Mamet. Il est là. Oui. Bon, alors. Mamet, par contre, il faut que tu parles un tout petit peu plus fort. Ouais, si tu peux parler fort, je sais que tu sais parler fort. Dis-moi, Mamet, je sais que tu es vraiment un acteur dans l'âme. Il n'y a pas ce projet quand même de faire un énorme truc parce que d'utiliser, par exemple, je sais pas, le théâtre ou un art de ce type pour faire passer des messages de l'histoire, de ce qui s'est passé le 8 mai 45, ça pourrait être quand même un beau truc, Mamet. Tu y as pensé? Absolument, mon cher ami. C'est ce que nous avons d'ailleurs initié, tu le sais. En 2011, j'ai joué une pièce de théâtre qui s'appelle La pomme et le couteau, qui raconte l'histoire du 17 octobre 1961, le massacre à Paris. Et c'est une pièce inédite que j'ai eu le bonheur de monter avec le regretté Adel Hakim, le directeur du théâtre d'Ivry. Et donc ça a été un grand bonheur. Et tu as raison, parce que il y a des gens qui ne sont pas portés sur la lecture, il y a des gens qui
dont l'histoire rebute, etc., etc. Et donc le savoir passe par plusieurs canaux, pas seulement par la lecture, par effectivement les émotions. Et la pièce de théâtre qu'on a montée, qui s'appelle La pomme et le couteau, qui a été écrite par Aziz Chouaki, a été formidable. Une bonne réception dans les quartiers populaires partout, y compris chez les Français qui ne connaissent pas l'histoire. Et c'est vrai que ça donne envie, ce qui est important. Moi, je n'aime pas le mot devoir de mémoire. Ça m'énerve. Moi, j'aime bien désir de mémoire. Parce qu'en fait, c'est un désir. On a envie de faire des choses, on les fait, point à la ligne. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour dire simplement que l'histoire, les faits historiques sont établis. Il y a des historiens sérieux qui ont travaillé là-dessus. Je vous citais Jean-Louis Planche, je vous conseille vraiment la lecture de son livre. Simplement, aujourd'hui, c'est une histoire politique. Le problème, c'est une question de rapport de force politique. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas réitéré ce qu'il a dit à Alger en tant que président? Parce qu'il y a des lobbies OAS, parce qu'il y a des lobbies dans l'extrême droite et même dans la droite, il y a une partie importante qui refuse cette reconnaissance. Et donc, moi, ce que je lui dis comme message, s'il nous écoute ce soir, M. Macron, c'est qu'il faut... On sait jamais. Comme l'a fait, on ne sait jamais, M. Macron, il faut du courage. Une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière, comme pour la peine de mort. La peine de mort, tout le monde était contre. Une fois que ça a été fait, aujourd'hui, personne n'envisage de revenir dessus. Ou alors il serait marginalisé, ridiculisé. Je veux dire, ce serait un gros bouffon, le type qui dirait je suis pour la peine de mort. Mais non, tous les Français aujourd'hui ont acquis l'idée que la peine de mort, c'est périmé. Donc voilà, c'est pareil pour cette histoire de reconnaissance. C'est d'abord une affaire politique, c'est un combat politique. Et d'ailleurs, je citerai notre grand sociologue Abdelmalek Sayad qui disait cette phrase merveilleuse, exister, c'est exister politiquement. C'est pourquoi le combat des Français héritiers de l'immigration coloniale, avec l'association Les Oranges, que nous menons ce combat acharné et dans la durée, parce que ce qui est important, c'est pas seulement de militer 3 jours. Vous comprenez bien que ça fait 40 ans qu'on est sur le charbon, parce que c'est une affaire qui se fait dans la durée. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir que des jeunes de 20 ans, etc., ont une envie de connaissance de l'histoire, etc., et qu'on puisse transmettre ça par quoi? Par justement ce que tu viens de dire, par le théâtre, mais aussi par des inaugurations symboliques. Savez-vous que nous avons fait 2 choses importantes? Par exemple, dans la ville de Nanterre, un boulevard du 17 octobre 1961, que l'association Les Oranges a vraiment mis toutes ses forces pour qu'il puisse avoir lieu. Donc, on a mis quand même 20 ans de travail. Et puis, la rue Abdelmalek Sayad. Donc, si vous voulez, c'est possible dans l'espace public. L'histoire s'écrit dans l'espace public. Mamet Kaki, avec nous sur France Pagreb 2. Les Oranges, on peut les retrouver évidemment sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu suivre l'actualité. Très vite, Farid et Sabrina, pour une question ou une remarque, ou je sais pas, une petite interrogation à notre ami Mamet Kaki, pardon. Farid Tamsamani, micro ouvert. Donc Sabrina alors, puisque Farid, t'es où? Bah, Vas-y, reprends. Vas-y, Sabrina Sebaï. Du coup, bah, bien sûr que tu as posé la question tout à l'heure. Je pense que tout le monde connaît Mamet Kaki. Donc, moi, je le remercie vraiment pour tout le travail qu'il a fait. Nous, on s'en est beaucoup inspiré, notamment le vœu qu'il avait fait porter sur la reconnaissance des massacres du mai 45, avec justement la mise en place de cette commémoration de l'autre 8 mai 45 sur nos villes. Donc, nous, on y a énormément travaillé. On s'est inspiré du vœu qui avait été porté par les Oranges et je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter dans toutes les municipalités. Il faut vraiment faire en sorte que ça soit connu et reconnu et que cette commémoration ait lieu à chaque fois dans le maximum de villes possibles. On a fait déposer une plaque également sur la ville d'Ivry qui est systématiquement dégradée. Donc, ça montre aussi à quel point cette histoire reste encore extrêmement passionnelle et très difficile à dépasser. Tous les ans, on l'a fait nettoyer, elle est taguée, dégradée, il y a des affiches qui sont collées dessus. Donc, voilà, ça prouve à quel point c'est encore très difficile. Et puis surtout, l'idée de la pièce de théâtre est bien évidemment, moi, c'est hyper… parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne vont pas aller lire, mais c'est très bien en fait d'aller sur le côté théâtral des choses.
Moi, nous, en 2016, on avait travaillé, on avait emmené une délégation de jeunes donc, pour le 8 mai 45, l'autre 8 mai 45 à Sétif. Donc, on avait emmené 25 jeunes pour assister aux commémorations en Algérie. C'était vraiment passionnant. La commémoration entre la voir et la vivre, c'est quelque chose, c'est vraiment extraordinaire comme expérience. Et franchement, je pense que c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Et si on veut justement transmettre cette histoire, ben, je pense qu'il faut déjà passer évidemment par la jeunesse parce que c'est à eux qu'il faut transmettre aussi ce savoir et le fait qu'ils puissent aussi connaître cette histoire à double titre, hein, parce que tu l'as rappelé, c'est une histoire française, mais c'est également une histoire de l'Algérie. Donc, à double titre, c'est important de la connaître. Donc, cette idée aussi d'aller vivre la commémo de l'autre côté, eh ben, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire à mon avis. Eh ben, on y va l'année prochaine, les enfants. D'accord, Philippe? On prend les billets d'ores et déjà. Le 8 mai 2021, on sera en Algérie. OK? Tu dis pas ça pour me faire plaisir. Non, pas du tout. Mais non, on ira, les enfants. On va faire les visas, tout ça. Alors, on va partir avec Mamet. Mamet, on y va l'année prochaine. Attends, je remets le son. Mamet. Il faut de l'espoir. Moi, je suis très content de ce que vient de dire notre amie Sabrina. Elle a rappelé que finalement, il y a une transmission. Et que cette transmission se fait par le combat. Rien ne se donne, tout s'arrache. Vous savez, le vœu qu'on a proposé au Conseil de Paris, qui a été voté à l'unanimité de la droite et la gauche en 2015, c'est le produit d'une stratégie, d'un travail de conviction extrêmement important. Et la deuxième chose importante qu'il faut dire, pour notre jeunesse, ce qui compte, ce n'est pas de transmettre une histoire mortifère, dramatique, c'est qu'il faut inverser le paradigme. Et le paradigme, c'est quoi? C'est de dire que ces morts ne sont pas morts pour rien, mais ils sont morts pour la justice, l'égalité, la fraternité. C'est parce qu'ils se sont élevés et nous devons être fiers de nos parents qui ont reconstruit la France, qui ont combattu le nazisme et qui ont fait des belles choses. Hein. Savez-vous que le métro de Paris a été creusé par les Algériens? Peu de gens le savent, ça. Et donc, c'est important d'avoir la fierté et le respect des anciens. Et donc, je remercie Sabrina d'avoir dit qu'il y a toujours eu au-dessus de nous, avant nous, des générations qui ont fait du travail, hein, comme le mouvement des travailleurs arabes en 1973. Il ne faut pas l'oublier, ils ont fait des choses très très importantes pour la Palestine, pour plein de choses, les droits démocratiques. Et donc, ça démarre en 1926 avec l'étoile nord-africaine à Paris, hein, dans le cadre de l'internationale socialiste à l'époque où Messali Hadj faisait partie. Et donc, c'est un combat qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier, parce que souvent les gens pensent qu'ils vont inventer le fil à couper le beurre. Non, il y a une vraie tradition de lutte et de combat dont nous devons être fiers et dont nos enfants... Alors, Mohamed, c'est passionnant, mais l'heure tourne, mon garçon. Farid Tabsamadi. Oui. Vas-y, rapidement. Mohamed, je compte sur toi pour être rapide, parce que là, on doit... Malheureusement, on pourrait rester des heures avec toi, Mohamed. Exactement. Non, moi je voulais juste rappeler un élément, mais que Razik a dit tout à l'heure sur Facebook, c'est qu'en fait, historiquement, ce massacre, en fait, il a eu lieu après effectivement la capitulation de l'Allemagne. Beaucoup d'Algériens faisaient partie des troupes qui ont vaincu, qui ont fait capituler l'Allemagne. Et effectivement, c'est à l'issue de ce retour-là qu'ils ont décidé, notamment, de prendre les choses en main pour que eux aussi puissent recouvrir la liberté en France. Donc voilà, je voulais juste rappeler cet élément très fondamental. Et l'autre chose qui, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, qu'en fait, qu'il fallait un effort, notamment sur le chiffre, etc. Je pense qu'il y a de très bons historiens qui font largement le travail. La difficulté, c'est que la notion de la mémoire est toujours exploitée politiquement, que ce soit en France, effectivement, comme ça a été dit, notamment par une partie des descendants et des membres de l'OAS. Il faut avoir l'honnêteté de le dire également, qui sont très souvent montés à droite, et également politiquement exploités par le FLN, qui a été construit à partir de ces massacres-là en Algérie. Parce que toute l'histoire algérienne, et malheureusement, tout à l'heure, Philippe disait qu'il y avait un vainqueur et un vaincu. Le grand vainqueur, c'est l'indépendance de l'Algérie, il faut quand même le dire. La difficulté, c'est que toute l'histoire contemporaine de l'Algérie, étatique, en fait, est construite justement sur cette notion-là. Et donc, du coup, on n'a pas forcément toujours les bons interlocuteurs. Et les historiens qui font un travail extraordinaire, même en Algérie,
très souvent se retrouvent confrontés à parfois également de la manipulation, que ce soit en France et en Algérie. Je terminerai là-dessus. Je voulais juste rappeler une chose, parce que Mohamed Kaki faisait référence notamment à l'international socialiste. Ce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs, c'est que la notion de colonisation, que ce soit en Algérie et bien au-delà, est une histoire de la gauche française. Il faut toujours rappeler ça, que bien sûr la gauche républicaine, parce que Mohamed Kaki va probablement faire la distinction dans les gauches françaises, mais la colonisation, que ce soit Jules Ferry, que ce soit Mendes France, que ce soit Gambetta, ce sont des acteurs politiques de la gauche française. Il ne faut jamais oublier ça, parce que très souvent, on se fait manipuler sur nos terrains, sur ces questions mémorielles, alors que historiquement, c'est la gauche républicaine française qui l'a initié. Un petit mot là-dessus, Mohamed Kaki, pour finir. Oui, oui, je suis totalement d'accord. Ils étaient tous mouillés gauche-droite. D'ailleurs, les pouvoirs spéciaux 1956 qui ont été votés à l'Assemblée nationale, c'est d'ailleurs par la gauche et la droite. Et toute l'histoire de France. Et les communistes compris. Mais tout le monde, j'ai dit gauche-droite, c'est tout le monde. Donc là-dessus, si on veut faire de l'histoire, si on veut faire, il faut être honnête et il faut prendre du recul par rapport à ça. Je crois que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'il faut dépasser justement ce gauche-droite. Et il nous faut, nous-mêmes, il faut qu'on arrête de pleurer sur notre sort et être nous-mêmes offensifs, c'est-à-dire construire et faire de l'en commun entre nous, comme dirait notre ami Mouloud Aounit, avec lequel j'ai passé des soirées à parler de cette notion de en commun, c'est-à-dire créer des choses entre nous il y a une vingtaine d'années. Et c'est dans ce cadre-là, on ne peut compter que sur nous-mêmes déjà. Hein, et ensuite, il faut effectivement avoir des alliés, de la stratégie, etc. Et comme disait Émile Durkheim, l'inventeur de la sociologie française, il n'y a de société que d'intérêt. C'est des intérêts, effectivement, certains n'ont pas intérêt à ce que l'histoire soit transmise, etc. Et nous, il faut qu'on trouve un dénominateur commun de notre intérêt commun, quel que soit nos visions politiques, idéologiques, philosophiques, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver collectivement. Et donc, ça se fait avec un travail intelligent de différentes manières. Alors avec la culture, avec le savoir libère bien sûr, et donc réinterroger un peu tout ça. C'est l'esprit critique, c'est un peu l'idée qu'il faut toujours déconstruire et en même temps construire. Alors moi par exemple, notre truc c'est les inaugurations symboliques, parce qu'on pense que l'espace public, c'est un espace important pour l'investir politiquement. Et il y a du boulot, hein, il y a beaucoup de travail à faire, il y a un véritable travail de conscientisation, mais je crois que il y a aussi des amis français, des alliés, il faut le dire. Par exemple, Fernand Yveton a été guillotiné par François Mitterrand parce qu'il a été du côté des Algériens. Et de l'autre côté, il faut dire aussi que effectivement, ce qui vient d'être dit est très intelligent, parce que il y a une instrumentalisation de l'histoire du côté algérien aussi. Par exemple, le fait de dire que avant le FLN, il n'existait rien. Ben non, je suis désolé, il y a eu l'étoile nord-africaine, il y a eu le PPA, il y a eu plusieurs partis importants avant le 1er novembre 1954. Et donc l'histoire ne commence pas le 1er novembre 1954, l'histoire commence largement avant, depuis la colonisation et avant la colonisation. C'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup, Mohamed Kaki, d'être venu nous voir et nous rendre visite pour ce... Juste un dernier mot. Oui. Ce soir, à 19h, nous invitons l'ensemble des citoyens de ce pays à se mettre devant leurs fenêtres et à observer une minute de silence en hommage à l'autre 8 mai, aux victimes de l'autre 8 mai 1945, puisque personne n'en parle, sauf dans votre radio et dans quelques radios alternatives, quelques médias alternatifs. Mais globalement, les autorités n'en ont pas parlé. On demande à ce qu'il y ait observé une minute de silence devant sa fenêtre. Mohamed, si je peux me permettre, moi j'y serai avec mes enfants, mais je ne vais pas faire une minute de silence, je vais faire une minute de bruit pour tous ceux qui sont disparus. Oui, chacun. L'un n'empêche pas l'autre. On peut à la fois brandir, je ne sais pas, nous on a proposé de faire une espèce
pancarte en disant n'oublions pas les victimes de l'autre 8 mai, et puis dire quelques mots, et puis par ailleurs observer une minute de silence. L'un n'empêche pas l'autre, la minute de silence. Voilà. Merci en tout cas, Mohamed. À très bientôt. L'association Les Oranges, évidemment. À très bientôt. Merci beaucoup. Sarah Tolek, Mohamed. Merci. C'est passionnant. Il est passionnant, ce Mohamed Kaki. Vraiment, c'est un véritable. Ouais. Non, mais c'est un acteur. En plus, franchement, c'est un très bon acteur. Il faudrait qu'il aille sur scène. Il faudrait qu'il mette toute cette histoire sur. Franchement, ça serait magnifique. En tout cas, il faut saluer le courage et la continuité du travail que Ahmed Kaki fait depuis maintenant tant d'années sur cette question-là. C'est aussi grâce à lui qu'une partie de cette histoire-là est transmise en France. Et en tout cas, voilà, il faut le reconnaître, il faut le saluer. C'est toujours très délicat, cette question mémorielle. Mais en tout cas, bravo à lui et chapeau. Maître Maghrebi est-elle là? Philippe, elle est où? Elle vient juste de partir, mais elle va revenir. Elle est dans le coin. Oui. D'accord, ça me rassure, parce que j'avais cru qu'elle avait oublié. On n'était pas censé avoir une auditrice au téléphone? Bah si, justement. C'est pour ça qu'il faut qu'elle rapplique rapidement, Maître Maghrebi. Parce qu'il est 18h15, les amis. On a perdu beaucoup de temps. Voilà. Maître Maghrebi, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir Besma, bonsoir, Maître. J'espère que ça va bien. Razik, Sabrina, Farid sont là avec toi ce soir. Pardon pour le retard encore une fois, mais on parlait d'un gros sujet très très lourd que sont qu'est le autre 8 mai 45 en Algérie, avec ce massacre, bien entendu. Besma, on va aller très vite parce qu'on a une auditrice qui souhaite te poser une question, qui vit dans une situation dramatique. Et je ne sais pas si elle est au téléphone. Nabil, qui devait être en charge de l'appeler. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Badra. Badra. Alors Badra, je vous laisse avec Maître Maghrebi pour votre question. Fort parce que parlez bien fort Badra pour qu'on puisse bien vous entendre, s'il vous plaît. Vous m'entendez mieux comme ça? Allez-y. Oui, bonsoir. Vous l'entendez, Maître? Je l'entends de très loin. Mais... Ouais, c'est ça qui est relou, le téléphone, ça passe assez. Parlez bien fort, Badra, c'est important, s'il vous plaît. Nabil, monte un tout petit peu le son et c'est bon, on va y arriver. Vous m'entendez là, beaucoup mieux? Oui, c'est bon, voilà. Parfait. On vous écoute, Badra, pour votre question, racontez-nous ce que vous vivez. Alors, je m'appelle Badra, je suis maman de 2 petits garçons, donc j'ai perdu mon appartement en 2018, septembre 2018, suite à un écroulement de plafond. Donc je me suis retrouvée, avant d'être prise en charge par le 115, je me suis trouvée 2 mois dans une voiture avec 2 petits garçons âgés de 8 et 7 ans à l'époque. Et donc on m'a placée 2 mois après dans un hôtel social à Saint-Denis, au Stade de France. Donc actuellement je vis avec des souris, des cafards. Vraiment, excusez-moi, j'en tremble parce que c'est un cauchemar pour moi d'être confinée dans des telles circonstances, avec 2 petits bouts de chou justement qui vivent la situation avec moi, et c'est vraiment traumatisant pour mes enfants et moi. Ouais. Alors, Maître, qui sont les coupables dans cette histoire, de cette situation dramatique? Qui sont les coupables du fait qu'elle soit dans un logement social? Ou j'ai pas compris là. Non, mais c'est pas un logement social, là, c'est Elle m'a dit qu'elle était dans un hôtel. Dans un hôtel Badra, social. dans un hôtel social, vous vivez avec les souris, avec les. Dites-nous vos conditions. C'est une chambre de 12 mètres carrés. Une chambre de 12 mètres carrés, voilà. 2 enfants. Avec des souris, des cafards. Vous avez été placé là-bas par qui? Avec l'aide de qui? C'est l'aide d'une association? Non, le 115. Avec l'aide du 115. Et vous avez pris des photos, vous avez dénoncé ce que vous vivez? Oui, bien sûr. Tout est sur mon Facebook. Je fais aussi très souvent des directs et des photos tout le temps, justement parce que je suis vraiment livrée à moi-même, je suis en détresse totale. Et donc mon seul recours aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux pour pouvoir en fait me faire entendre tout simplement. Mais juridiquement, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame, n'est-ce pas? Bah là, juridiquement, c'est assez compliqué, parce que c'est un hôtel social, donc. Oui, mais d'accord, mais hôtel social ne veut pas dire quand même qu'on accueille les gens dans des conditions pitoyables. Bah, en ce qui concerne le fait que ce soit un logement insalubre, il faut qu'elle le dénonce. Il faut le dénoncer, donc il faut qu'elle le dénonce auprès du 115, il faut qu'elle le dénonce auprès de la mairie, il faut qu'elle
il faut qu'elle saisisse toutes les autorités qui sont censées normalement intervenir. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le 115. Il faut qu'elle saisisse le service communal d'hygiène et de la santé qui puisse venir faire une enquête et constater. Elle peut saisir aussi l'agence régionale de santé qui doit intervenir pour visiter l'hôtel et vérifier dans quelles conditions de salubrité ça se trouve. Il faut qu'elle saisisse les autorités. Est-ce qu'elle a saisi le service communal d'hygiène et de la santé? Badra. Bien sûr. Déjà, Et avant qu'est-ce que qui mon s'est appartement passé? s'écroule, 2 ans avant, entre les recommandés, je me déplace quasiment tous les jours à la mairie en disant faudra m'appeler, il faudra faire venir le service d'hygiène parce que je suis en danger, moi, mes enfants. Mon appartement risque de s'écrouler. En fait, ils sont pas déplacés. Il faut vraiment une catastrophe, en gros, pour qu'on puisse se déplacer. Et en fait, effectivement, une fois que mon appartement s'est écroulé, ils se sont déplacés. Non mais là, on parle de votre chambre, madame. Badra, de la chambre dans laquelle vous vivez. Il faut saisir les services d'hygiène. Justement, j'ai envoyé des emails actuellement avec le confinement et tout ce qui se passe, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, ils m'ont donné un numéro d'urgence pour que je puisse les appeler. Donc, je les appelle, ils sont totalement injoignables. Et j'ai appelé le responsable de l'hôtel, donc j'ai expliqué que voilà ma chambre, elles sont de telles conditions, donc ils sont venus, ils ont mis un produit chimique dans laquelle ils m'ont dit de laisser pratiquement 72 heures. Donc, je suis restée avec mes enfants. Et avant-hier soir, mon fils, en dormant, il a avalé un cafard. Oh. Et donc, je reste dans une chambre de 12 mètres carrés avec des produits chimiques partout. Pareil, j'ai les photos sur les réseaux sociaux. Donc, avec un enfant qui sort à peine d'une tuberculose, et ça fait à peu près 6 mois, l'autre qui est asthmatique, je sais plus quoi faire. Je suis Non mais vraiment, Maître Maghrebi, là, franchement, ce qu'on entend, c'est absolument scandaleux. Hein. C'est scandaleux. Il faut que le préfet prenne un arrêté d'insalubrité. Mais c'est sûr que c'est scandaleux. Là, je suis entièrement d'accord. Mais au niveau de la procédure et des textes, il faut si elle a fait les signalements. Après, est-ce que vous avez bien fait tous les signalements, Badra? Vous avez bien fait tous les signalements auprès de tous les services? Oui. Et le responsable de l'hôtel donc m'a tout simplement dit, je lui ai dit écoute, je vais appeler le 115 ce qui s'ensuit. Donc le 115, ils ont pris mon appel hier, donc ils ont pris toute ma conversation en compte. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler assez rapidement et m'envoyer des personnes pour vérifier tout ça. Mais sauf qu'en attendant, moi je fais comment parce que je sais pas, c'est pas possible, c'est plus possible en fait parce les cafards ils sont avec nous, les souris sont avec nous. Enfin c'est insupportable comme situation. Ouais. Bon, alors, il faut. Baisse pas, juste un dernier petit conseil, parce que malheureusement, c'est terminé. Pour Badra, vraiment, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse là maintenant? À part après avoir saisi tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'appuyer les services d'un avocat, il faut faire quoi? Je pourrais même pas te dire qu'en prenant les services d'un avocat, ça pourra servir à quelque chose, parce que là, il faut qu'elle soit relogée par le 115. Là, il faut qu'elle soit relogée par le 115. Il faut qu'il y ait un arrêté. Qu'elle les harcèle, en fait. Mais est-ce qu'il y a une demande de logement qui a été faite, en fait La dame, elle a une demande de logement? Oui, ça fait 7 ans. 7 ans qu'elle attend ma demande de logement. Et vous êtes sur quelle ville, madame Badra? Je suis à Saint-Denis. Saint-Denis. Est-ce que vous avez fait un dossier du DALO? Oui, toujours pas de retour. Ouais. Non, mais après, là, il faut aussi comprendre que depuis 2 mois, tout est à l'arrêt. Bon, Badra, on va vous saluer parce que on doit rendre l'antenne, mais continuez à nous suivre sur Facebook si vous voulez bien. Merci beaucoup, Badra, bon courage. En tout cas, et voilà, on a essayé de vous aider tant bien que mal. On salue tous les auditeurs, on leur donne rendez-vous lundi, je leur donne rendez-vous tout à l'heure à 19h pour parler islam avec Mohamed Pajrafil tout à l'heure. On reste un petit peu en live quand même parce que cette situation mérite qu'on en parle un tout petit peu. À tout de suite, les amis. Salut et à lundi pour le LGF. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Maghrebi, oui. Ce qui me consterne, c'est que j'ai l'impression, en t'écoutant, en vous écoutant, parce que bon, quand même, un peu de respect, quand même, maître, avocate, en vous écoutant, on a l'impression que vous pouvez rien faire. C'est un hôtel social. Enfin, le problème, c'est que là, on est dans un hôtel social. C'est pas normal. La situation est pas normale. Que là, il faut que les signalements soient faits et que si elle a fait les signalements et si ils interviennent pas, et le problème c'est qu'on est dans une situation et dans un contexte qui fait que c'est compliqué de pouvoir intervenir maintenant parce que tout est à l'arrêt. À partir de lundi, peut-être qu'ils pourront agir, mais après voilà, sans vouloir choquer personne, le problème c'est que
si l'insalubrité se définit par la présence de souris et de cafards, c'est peut-être grave ce que je vais dire, mais en même temps, je me dois l'honnêteté juridique. Bah, les souris et les cafards, ça suffit pas. Ah ouais. Donc, on considère que c'est insalubre, des souris et des cafards, ça suffit pas. Ah ouais, c'est chaud quand même. Oui. Christophe, je peux dire un truc? Bien sûr, Farid, ouais, parce que moi, j'ai plus rien à dire, moi. Ça y est. Ah, mais bien sûr, c'est choquant, en vérité. Je crois que c'est Sabrina qui lui a posé la question dans quelle commune elle se situait. Elle a répondu, malheureusement, qu'elle était dans la commune de Saint-Denis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des territoires en France, on va dire la Seine-Saint-Denis dans son ensemble, mais également Paris, qui sont sous tension. Quand je dis sous tension, c'est-à-dire qu'en temps normal, avant même la crise sanitaire, en temps normal, c'était très compliqué de reloger les gens dans cette situation-là. Il faut juste rappeler autre chose, c'est que la personne là qui a appelé, là, en fait, elle a subi un sinistre, c'est-à-dire que elle était dans un appartement, son appartement, et c'est à partir du fait qu'elle ait subi un sinistre qu'elle se retrouve dans cette situation. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a premièrement la tension, c'est-à-dire qu'il y a quasiment très peu de logements de disponibles dans ces zones, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis et Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de demandes. Ensuite, il y a le fait que le logement dans lequel on l'a placé aujourd'hui, donc la chambre d'hôtel, est insalubre. Il ne faut pas avoir peur de le dire, notamment dans ces territoires-là qu'on connaît tous, des profiteurs de la misère sociale. Les marchands de sommeil. Exactement, qui louent ce type de biens parce qu'eux se font payer par l'administration, ils se font payer par les fonds publics très cher pour pouvoir donner ce genre de choses. Et je rajouterais juste une chose, Christophe, la crise, alors du coup je vais revenir à la crise sanitaire. La crise sanitaire, en fait, a mis dehors un certain nombre de gens, notamment ce qu'on appelle les sans domicile fixe, mais également les femmes qui sont à la rue. Et j'ai une pensée notamment pour celles et ceux qui accouchent traditionnellement dans les hôpitaux et qui restaient dans les hôpitaux parce qu'elles n'avaient pas d'autre endroit à aller. À cause de la crise, ces gens-là ne sont quasiment pas pris en charge. Et lorsque la personne qui, à la base, se retrouve à la rue et qui accouche en ce moment dans un hôpital, elle est quasiment à la seconde ou au moment où elle est accouchée, quasiment mise dehors. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là. Mais effectivement, c'est très, très, très difficile. Juridiquement, je suis incapable de le dire, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des communes, il y a des territoires qui sont un peu moins sous tension. C'est peut-être la seule chose, le seul indicateur que je peux donner. Je dis une bêtise, mais peut-être qu'en Seine-et-Marne, c'est un peu moins sous tension. Alors, vous allez me dire, mais quand la personne, elle n'a rien demandé parce qu'elle subit un sinistre et qu'elle habite dans le secteur, c'est malheureux. C'est très, très difficile. Et en tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Oui. Alors, juste pour la procédure, elle est simple. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit ou dans un logement, généralement, c'est plutôt un logement qui est insalubre, il faut prévenir le maire, la commune. Il faut prévenir la commune et il faut le dénoncer auprès des services qui sont compétents pour mener des enquêtes. Parce que c'est qu'à la suite d'un rapport et d'une enquête qu'on peut mettre en place une action qui fera qu'elle pourra être relogée ou non. Parce que à la suite de l'enquête, si l'insalubrité est constatée, dans ce cas-là, le préfet, lui, est dans l'obligation de prendre un arrêté d'insalubrité. Soit il va demander à ce qu'il y a des travaux qui soient faits, soit ça va être définitivement fermé. Et à la suite de cet arrêté, c'est là où il y a une obligation de relogement qui est faite. Il y a ils seront obligés, enfin soit la personne, son bailleur, soit l'endroit où elle était logée, doivent trouver une solution alternative et faire en sorte qu'elle puisse retrouver un logement ou un hébergement. Alors généralement, quand c'est un logement, quand on est dans un logement, quand on n'est pas dans un hôtel social, mais qu'on est dans un logement, c'est le syndic qui s'occupe de proposer les relogements et de faire en sorte que la personne puisse trouver un logement décent, en tout cas un endroit décent où elle puisse vivre, de préférence dans le secteur où elle se trouve, surtout quand il y a des enfants, pour faire en sorte de garder la proximité géographique qu'elle avait. Mais là, quand on est dans un hôtel social, à part le dénoncer, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Il faut qu'elle le dénonce, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite, et il faut surtout qu'elle elle l'a déjà fait, elle nous l'a dit, qu'elle a appelé le 115 à répétition. Il faut que le 115, qui l'a placée dans cet endroit-là, fasse son travail et fasse en sorte de la mettre ailleurs, de la placer ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement pas de place et ils sont tellement débordés que ils peuvent pas faire grand-chose. Ils sont là, le 115, ils sont sous l'eau. Il y a tellement de monde à reloger, et puis comme a dit Farid, dans Seine-Saint-Denis, c'est catastrophique.
c'est catastrophique. Donc oui, c'est une situation qui est scandaleuse, c'est choquant, c'est Non, mais on est impuissant en fait, si je comprends bien. on peut même dire que c'est inadmissible parce que les personnes qui sont dans les hôtels sociaux, c'est des personnes qui sont en situation de fragilité, c'est des personnes qui sont en détresse et on les fragilise encore plus en les mettant dans des structures comme celle-là. Mais le problème, c'est que voilà, au niveau de la procédure, il y a pas, en tout cas, elle n'a pas les mêmes armes que si elle était dans que si elle était dans un logement. Parce que dans le logement, voilà, une fois qu'on a l'arrêté d'insalubrité, on peut mettre pression sur le propriétaire, mettre pression sur le syndic, mettre pression pour qu'elle puisse être relogée. Maître, juste une dernière chose. Elle nous a dit que c'était un sinistre. Donc, quand il y a un sinistre, il y a forcément une question d'assurance qui rentre en jeu. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, parce que ça me fait penser à un ami qui a subi la même chose, et son assureur, alors après, tout le monde n'a pas peut-être les mêmes contrats d'assurance, mais en fait, l'assureur est peut-être tenu de la reloger dignement, peut-être. Alors, l'assureur, il prend en charge quelques jours, pas tout. Hein. Quelques jours ou quelques semaines d'hôtel. Et là, comme on était à 2018, 2020, c'est sûr que l'assurance n'intervient plus. Oui, forcément. Bon, c'est consternant, les amis. On va suivre ce dossier de près. Bon, Philippe, Badra, voilà, on lui souhaite bon courage en tous les cas. Oui, vraiment bon courage parce que c'est pas facile. Hein. On peut peut-être mettre sur Facebook, Philippe. C'est fait, Christophe. Ben oui, je sais. Non, mais je suis obligé quand même de rappeler pour que je serve à quelque chose dans cette émission, quand même. Évidemment. Bon, évidemment. Maître, voilà, on avait au moins une seule question à vous poser, c'était celle-ci. Ce problème à vous exposer, c'était celui-là. J'avais des vidéos à vous faire voir, mais on les verra pas. Nolo qui vient à la rescousse de Zemmour après son agression, enfin si on peut parler d'une agression verbale, quoi. Déconfinement, je voulais vous montrer quand même Véran, le ministre de la Santé, qui répond à Ciotti sur les masques brûlés. Oui, il paraît que la France a brûlé un stock de masques. Alors, Véran s'en est expliqué en disant ne vous inquiétez pas, c'était des masques qui étaient morts, qui étaient périmés, qui étaient usagés. Donc tout va bien. Sauf que on apprend que dans le journal Le Monde, c'est Matignon qui a fait arrêter ce brûlage de masques massif en France. C'était au mois de mars, messieurs dames. Et puis je voulais aussi vous montrer quoi, Mathias Wargon, qui est le chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, un hôpital absolument scandaleux, faut le dire, hein. Tout comme Robert Ballanger. Eh bien, lui a dit si il y a une deuxième vague chez Bourdin, on est prêt. Voilà. Bon, alors pour terminer, comme chaque soir, ma phrase préférée, ma question préférée du jour. Que va-t-on manger chez Sabrina Sebaï ce soir? Pour ce 15e jour de Ramadan, on est à la moitié, les amis. Eh bien, écoute, ça sera. J'ai été inspirée par Gamal la dernière fois, donc ça sera couscous. Ah, pas mal. Quel couscous? Lequel? Comment il m'énerve tout cela. Ah couscous sétifien, figure-toi. Ah, en ce 8 mai 45, ça a du sens. Mes parents ça sont a du originaires sens, de Sétif. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le couscous sétifien de si particulier? Tu retrouves, je pense, un peu la même chose que partout. Tu as des navets, tu as plein de légumes, quoi, du pois chiche, un couscous algérien, je pense. Consistant, donc. Voilà. Que va-t-on manger du côté de chez Farid Tabsamani? Alors, si je dis pas de bêtises, mon épouse me dit qu'on va manger de la paella. Ah, pas mal. Ah, Pas mal. Paella. vendredi, c'est paella. Exactement. Ça, c'est pas mal, mon Farid. C'est original. Bravo, madame. Parce qu'il faut avoir du génie, de la créativité en cette période de Ramadan. C'est ça aussi qui est difficile. On ne sait plus quoi faire. J'ai une femme très créative de ce point de vue. Bon, c'est formidable. Razik Metiche, que va-t-on manger ce soir chez toi? Moi, ça va être pas paella, mais je vais m'occuper des restes. Là, aujourd'hui, ça va être journée reste. Il me reste du feu-le-feu, il me reste des frites, un peu de viande. Donc, comme on ne veut surtout pas gâcher, donc aujourd'hui, ça va être. Bon, c'est très bien, non, mais c'est important de ne pas gâcher. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait de terminer par Maître Maghrébi, je suis souvent déçu. Que va-t-on manger ce soir chez Maître Maghrébi? Je me suis dit, il va m'oublier, c'est bien, il ne va pas me poser la question. Jamais. Ah non, mais moi, ça va donner envie à personne, tu sais très bien. Alors moi, il n'y a pas de reste chez moi parce que généralement, j'ai mon velouté courgette habituel que je mange tous les soirs et ça va être petit pois et peut-être poulet, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, velouté courgette et petit pois. Non, le poulet, il faut s'y mettre. Il faut manger un peu de viande, c'est important, tu sais. Ouais. Bon. Non, on n'est pas obligé de manger de la viande. Si. Bon. Ah, mais moi, en fait, pour moi, le ramadan, c'est assez particulier. Donc oui, on le voit, oui.
Le Moi, tu vois, moi, tous les grands plats, je les fais en dehors du ramadan. Et pendant le ramadan, je fais la diète le soir. Oui, bah écoute, moi j'ai un peu de mal avec cette diète. Mais bon, moi ce soir, bah écoutez, ça va être Bah oui, c'est toi. shorba, borek, évidemment, classique. Un petit, alors moi j'aime bien casser mon jeûne avec un bon café, après les dates évidemment, un bon café et une petite pâtisserie que madame fait. Donc ce soir, on nous a préparé du crumble fraise pour couper le jeûne. Mais ça tombe bien, c'est la saison des fraises, c'est super. Ouais, bah ouais, c'est très bien. Et, et donc, voilà, avec un petit jus d'orange, hop, après, je vais faire ce qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire fumer une cigarette. Et après, un bon bol de shorba bien chaud, avec des bourrées. J'ai la même routine, Christophe, j'ai exactement la même arôme. Voilà. Et puis après, je vais manger un peu de felfel, arôme akrolan, que connaît bien Razik, felfel, etc. Et puis après, bah, je me fais une petite pause et je me remange des pâtes avec du gruyère et du beurre vers minuit. C'est interminable. 250 grammes de pâtes. Bon, bah, je comprends pourquoi avec mon velouté courgette et mes petits pois, t'es choqué. Hein. C'est clair. Et après, j'attends le matin, le sahur, pour prendre mon petit déj, café, le yaourt, le pain, la confiture, le beurre. Enfin, voilà. Sans oublier de beaucoup boire. C'est très important de bien boire tout au long de la nuit. Voilà. Un petit peu. Tu fais tes 3 repas en condensé. Quoi? Tu fais tes 3 repas en condensé. C'est ça, exactement. Mais c'est important. Mais n'empêche que je me sens bien, moi. Je suis en pleine forme. Voilà. Super. Bon. Ça raptolcom. Est-ce qu'on a 30 secondes, Christophe? Oui, Razik, on a même 1 minute si tu veux. Je voulais juste saluer les amis avec qui j'ai grandi du quartier Chemin Vert à Bobigny. On se disait ça en off, on a vraiment vécu l'âge d'or, la fin de l'âge d'or des cités, avec une solidarité à toute épreuve, et ça nous manque dans les ça fait des casse des vies. Ah oui, pourquoi pas, on est entre nous. Mais par contre, juste les saluer. Par contre, ça vous dérange pas de savoir ce qu'on va manger chez le Boyaki? Et qu'est-ce qu'on mange chez le Boyaki? Mais attends, mais vous êtes un nain, mais vous pouvez rompre le jeûne, là, les enfants. C'est pas ça l'esprit du Ramadan. L'esprit du Ramadan et la philosophie du Ramadan, c'est le partage, c'est partager et avoir une assiette pour l'étranger de passage. Et moi, je suis rejeté là-dedans, je suis exilé. Non, Philippe, je suis rejeté moi aussi, t'inquiète pas, regarde. Moi, je suis comme Besma parce que je suis au régime et là, faut le faire obligatoirement, c'est super dangereux. Non, mais moi, je suis pas au régime, c'est juste que je mange comme ça tout le temps. Ah non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai atteint un point de non-retour et blague à part, c'est si je me reprends pas en main, je sais pas si je serai là le 8 mai 2021 avec vous. Non, il faut faire attention. Donc, tu es obligé de te reprendre en main. Ouais. Là, tu es obligé de te reprendre en main. Par contre, lundi, on essaiera de vous passer quand même. Vous savez, il y a une grosse fake news qui a circulé et que Angela Merkel a fait circuler. Poutine en train de jouer Eva Nova au piano. Ah ouais? Ouais, j'ai retrouvé l'origine. Non. Si. Ah, très bien. Et il jouait quoi au final? Il jouait un truc qui n'a rien à voir. Cette vidéo, elle date de 2017. Il était en Chine en visite officielle. Parce que, attendez, non mais les copains, franchement, vous imaginez Poutine en train de jouer et plein de gens en train de parler normal comme s'il n'existait pas là. Ils seraient tous morts alors qu'il est, ce genre-là. Ah oui, c'est ça. Pourquoi Poutine joue? Vas-y, continue. C'est quoi? Tu fais quoi ce soir? Tu manges quoi? C'est Christophe, tu manges quoi? Poum. Razik, on a perdu un grand homme de la musique. Hein. Ouais. Ah ouais, franchement, c'était un grand homme tout court, je trouve. Un grand homme. Ouais, c'est clair. Comme Pierre Bourdieu le disait, il faisait partie de toutes les familles algériennes quelque part. C'est ça. Un Maître membre de Magrebi, nos familles. merci, bon week-end. Razik Metiche, merci. Farid Tab Samani, merci. Bon Sabrina Sebaï, merci. Philippe Salut, Boyaki, bon merci week-end. beaucoup. Bon week-end. Alors restez chez vous, encore jusqu'à lundi, parce qu'apparemment c'est la libération. Le 11 mai, tout le monde va se déconfiner, tout le monde va reprendre les transports avec l'attestation si vous prenez les transports en heure de pointe. Bref, le masque, le port Avec obligatoire. les distances de sécurité, attention. Ouais. Attention, on va pas pouvoir se prendre dans les bras encore, hein, ni se faire la bise. Non. Non. Je pense pas que ça sera pour tout de suite. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, Mais personnellement, on je ne espère. sors pas. Hein. Je sors pas. Toi, tu sors pas. Bah moi non plus, je sors pas Moi, parce je que moi sors j'ai une personne âgée. après l'Aïd. J'ai une personne âgée à la maison. Après l'Aïd. Voilà. Et ben, tu sais ce qu'on fait, mon Razik? Moi, je te donne rendez-vous à Bobigny le 25 mai. Voilà. Et on se boit un petit café. Allez, Avec c'est plaisir. parti. Voilà. Vendu. Ça sera notre première sortie. Bon, en tout Non, cas, mais il y soyez aura pas de raisonnables. Quoi? Il n'y aura pas de café d'ouvert dans ta main.
Il y a mince, toujours c'est des cafés vrai. d'ouvert. Ah Hein. oui, Et- c'est vrai. Il y aura la prière pour Attends, l'Aïd ou attends. pas? Ça se passe comment alors? Non, il n'y aura pas de prière. Il y a toujours des cafés d'ouvert, Voilà. comment ça, Razik? Ah, je Bah, il y a, Non, il y je a- il y a- plaisante, non, je taquine. J'irai le 29 mai dans Après, une synagogue. le McDo à emporter, enfin voilà. Ah oui, Bon, oui, hein, McDo en il y a trouver un toujours une café, c'est solution pour prendre un café, voyons. c'est Non, vrai, mais c'est vrai. allô, quoi. Le monde d'après, le McDo a emporté. J'y crois. Super, super, ça donne envie. Je préfère encore aller manger un velouté de courgettes chez Basma Maghrebi. Bah oui. Ah oui, Ah, il est franchement. bon, mon velouté de courgettes, vous savez pas. Hein. Vous pouvez pas imaginer Oui, à quel point il est bon. oui, j'imagine, ouais, j'imagine très bien. Je rappellerai toujours, Tous ceux qui l'ont goûté l'ont adopté. je J'ai même des rappellerai commandes, hein. toujours, J'ai en même allant, des commandes. en allant manger au restaurant avec Maître Maghrebi et quelques amis, elle m'a fait goûter, elle m'a dit, tu vas voir, c'est deux soupes, c'est magnifique, c'est un mélange. Non, c'était immonde. Voilà, c'est tout simplement immonde. Il y a quelqu'un qui pensait que Oui, c'était mais bon. c'était des lentilles, Bon. c'était de la soupe aux lentilles. Non, mais Oui, voilà, c'est ça. Bonne soirée à tous. Sahaf Tolkom, bien entendu. Restez bien fidèles au grand forum. Partagez l'émission, les amis. Partagez. Évidemment. C'est une émission vraiment pas comme les autres. On peut le dire quand même. On est là, on Ouais. parle de tous les sujets. Qui vous parle de l'autre 8 mai 45? Qui vous parle de quelqu'un qui est dans galère dans une chambre d'hôtel, dans une chambre sociale? Personne. Le grand forum. Donc soyez là, les amis, tous les jours. On est là avec toute l'équipe et je les remercie tous un par un. C'est la famille, les amis. C'est les amis, c'est le LGF. Rendez-vous lundi. Bon week-end à tous. Et je vous redonne rendez-vous à la radio en direct à 19h. Oui, attends, bouge pas, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Avec Mohamed Bajrafil tout à l'heure pour l'émission Par l'Islam. Et demain soir, 22h, la libre antenne, mon Philippe. On va parler de quoi demain? Demain, on va chanter. Ah. Demain, il va y avoir le Jazz Air de Paris, un slammer extraordinaire. Vous allez voir, vous allez découvrir un monde de fou. Il va y avoir Ganou Ganesh qui était déjà venu. Et vous allez voir, là, il a un flow qui fait vibrer, qui fait pleurer. Et il va y avoir Chris Disico, qui est un chanteur crooner latin, italien, cover. Et peut-être la famille de Nordine qui était là pour l'hommage d'Idir. C'est du hard rock metal kabyle. Ah, c'est extraordinaire. Ah Vous ouais. allez vivre des choses bizarres. Ah ouais. Faut être là. Avec les Kabyles pour faire ça. Et ça Bon. sera uniquement sur Christophe Le Grand Forum. Ne cherchez pas autre part. Non, mais c'est là que ça se passe, de toute façon. Ne cherchez pas, c'est là que ça se passe. Salut à tous, bon week-end, rendez-vous lundi, 17h. Merci à tous. Maître Maghrebi sera avec nous lundi et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Vous pouvez nous les adresser d'ailleurs en message privé sur Facebook, France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum. Allez-y et on en reparle lundi sur France Maghreb 2. Ciao, bon week-end.